bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Donc, bienvenue au Salon de l'Histoire de l'Art, organisé donc par l'Institut national d'Histoire de l'Art et le château de Fontainebleau, sous l'égide du ministère de la Culture. Nous sommes tous et toutes heureux et très heureux de vous accueillir pour cette 15e édition, avec, comme vous le savez, donc, le Maroc comme pays invité et comme thème cette année la mode. Le festival, donc, ce sont plus de 250 événements, conférences, séances de cinéma, ateliers durant 3 jours. Donc nous sommes aujourd'hui le premier jour et cela se finit donc dimanche en fin d'après-midi. Des événements qui ont lieu dans le château et dans la ville de Fontainebleau. Aujourd'hui, nous accueillons Ariane Fento, qui est donc professeure d'histoire avec beaucoup justement de casquettes, histoire de la culture matérielle, de la mode, à l'université Sorbonne Nouvelle, et qui va donc nous présenter une conférence intitulée « Des modes entretissés pour une histoire globale de la mode au siècle des Lumières ». Je me rends compte que je n'ai pas respecté mon propre titre. Ah oui, ça a changé. Mais bon, voilà, j'ai rajouté « et matériel », vous allez comprendre. Donc, merci beaucoup, Damien. Je suis très heureuse d'avoir été conviée à présenter ce travail au Festival d'Histoire de l'Art et surtout très heureuse que la mode soit mise à l'honneur dans ce festival, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille depuis de longues années et qui n'a pas toujours eu la reconnaissance universitaire qu'elle mérite. Fin observateur des mœurs de son temps, Molière habille son bourgeois gentilhomme d'une robe de chambre, lui faisant déclarer dans la pièce de 1670 « Je me suis fait faire cette indienne-ci. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. » Un signe dans la pièce d'un personnage qui se pare de ce vêtement, comme d'ailleurs il s'entiche de toutes les nouvelles pratiques du temps, la robe de chambre masculine s'impose dans les garde-robes européennes à la fin du XVIIIe siècle. Elle connaît une vogue, on le sait, dans les portraits masculins, dans toute l'Europe, en France, en Hollande, en Angleterre, et est représentée dans les gravures de mode, ces représentations qui fleurissent à l'époque moderne et participent à l'émergence de la construction discursive et visuelle qu'est la mode en Europe à l'époque. Emblème de l'essor d'une mode qui s'infiltre jusque dans la sphère privée, la robe de chambre a pourtant des origines multiples et complexes, et très largement non européennes, évidemment. Je vais tâcher ici de les retracer à travers un cas d'étude précis, une micro-lecture matérielle que je vais vous proposer d'une robe de chambre particulière, donc, qui est conservée dans les collections du Palais Galliera, une robe de chambre faite en coton indien selon des techniques indiennes pour le marché européen, mais dont le motif s'inspire largement d'un motif japonais et dont le caractère hybride de cette robe de chambre permet de remettre dans une perspective globale cet objet de mode qu'est la robe de chambre européenne au XVIIIe siècle. La terminologie utilisée en Europe pour désigner alors ce vêtement à la mode témoigne de la vogue de ce vêtement, il y a des nouveaux termes qui fleurissent, et des circulations globales dont il est issu. Les Hollandais utilisent le terme Cambay, du nom d'une ville du Gujarat où les Hollandais commercent, ou bien celui de Japan the Rock, robe japonaise, tandis qu'en anglais, ce sont les termes India gown ou bien banyan, un terme sur lequel je reviendrai, qu'on trouve, et en français, on utilise le terme indienne, donc comme le bourgeois gentilhomme, ou bien on parle parfois de robe d'arménien. Traces linguistiques et traces matérielles se rejoignent pour dessiner le réseau complexe et multipolaire d'influences qui caractérise ce que Amanda Peck a appelé « the interwoven globe » quand elle a fait cette exposition un peu phare au Met il y a quelques années, le tissu d'un monde interconnecté et qui désigne d'une certaine manière la façon dont, à l'époque moderne, les échanges textiles tissent des liens commerciaux, mais aussi technologiques, esthétiques et culturels, qui, à leur tour, entraînent des processus complexes d'hybridation et de métissage. En partant d'une lecture rapprochée de la robe de chambre de Galliera, il s'agira donc de contextualiser la pièce dans les différentes géographies technologiques et esthétiques qu'elle mène, pour dessiner, à partir des moindres détails de sa fabrication, ça va être assez
peut-être pas technique, mais enfin, je vais attirer l'attention sur des détails, les circuits commerciaux qui l'ont façonné d'une certaine manière. Il s'agira donc de montrer, en partant de l'objet, comment ce qui peut ressembler à un commerce apparemment liant simplement 3 zones géographiques distinctes, l'Inde, l'Europe, le Japon, se retrouvant connectés par l'arrivée des Européens en Asie, ça c'est ce dont on pourrait penser qu'est la raison de cette robe de chambre, est en réalité plus complexe, puisque différents réseaux s'y superposent, dont certains ont largement précédé l'arrivée des Européens dans la région. L'enquête permet alors aussi de renverser une vision trop souvent européano-centrée des échanges commerciaux lors de la première modernité et de battre en brèche, à la même occasion, certains récits un peu trop lisses qui en découlent, comme par exemple celui d'une invention européenne de la mode. Ce faisant, il s'agira aussi de voir comment se croisent dans un simple objet de mode, objet d'étude donc qu'on a trop souvent eu tendance à considérer comme futile et sans profondeur. Donc se croisent en réalité des problématiques complexes que la mode, la question de la mode, permet précisément d'interroger. Je plaiderai ici pour l'apport particulier d'une approche matérielle de la mode, l'étude précise des motifs, des montages, des techniques mises en œuvre et des savoir-faire textiles qui permet de décentrer le regard et de raconter peut-être une autre histoire de ce monde entretissé, trop souvent encore vu à travers un prisme uniquement européen. Donc je commencerai par examiner le motif. Le motif de la robe de chambre de Galliera, qui est clairement d'inspiration japonaise et plus précisément semble reprendre le motif traditionnel appelé chochikubai, qui associe le pin, le prunier et le bambou, chacun étant lié à une symbolique particulière. Le pin qui ne perd pas ses feuilles et reste vert est associé à la longévité et à la force. Le bambou qui ploie mais ne rompt pas, comme on le sait, est synonyme de vigueur et de résistance, tandis que le prunier, qui fleurit en hiver, ou est un des premiers arbres à fleurir à la sortie de l'hiver, symbolise le renouveau et la jeunesse. Associés, donc, ces 3 symboles, que l'on appelle parfois les 3 amis ou les 3 amis de l'hiver, apportent chance, prospérité à qui le porte, et sont souvent utilisés dans les arts décoratifs japonais, y compris dans les kimonos, comme les images précédentes le montraient. Donc, il y a des kimonos de l'époque Edo, donc, qui correspondent à notre XVIIIe siècle, qui figurent le motif chochikubai. Cependant, ceux-ci ont plutôt tendance à être des kimonos de mariage à destination des femmes, tandis que notre robe de chambre est un vêtement masculin. Il y a d'autres différences entre la robe de chambre et les kimonos à motif chochikubai, si on regarde attentivement. En premier lieu, en fait, dans la robe de chambre de Galliera, il y a bien la représentation de pin, la représentation de prunier, mais il n'y a pas de représentation de bambou. Par ailleurs, les fleurs qui y sont représentées, si à première vue elles semblent être des fleurs de prunier, si on regarde un peu plus précisément, on se rend compte qu'en fait ce ne sont pas des fleurs de prunier, mais des fleurs de cerisier qui sont plus représentées, puisque le prunier, normalement, il fleurit sur branches nues, tandis que le cerisier, il fleurit avec déjà des feuilles sur les branches. Et dans la tradition de représentation de ces 2 fleurs, la fleur de prunier est représentée, comme vous le voyez à l'écran, avec des pétales totalement ronds, tandis que la fleur de cerisier est toujours représentée avec un petit renflement au sommet du pétale, qui signale qu'il s'agit d'une autre fleur. Et donc nous, on a bien des fleurs qui fleurissent sur une branche avec des feuilles et avec ce petit renflement. Donc si à première vue on dirait un motif chochikubai, en fait c'est pas tout à fait ça. Il manque un élément et puis c'est pas la même fleur. Alors c'est évidemment par l'intermédiaire des Hollandais qu'arrivent en Europe les premiers kimonos, puisque ce sont les seuls
qui, à partir du XVIIe siècle, c'est la seule nation européenne qui a le droit encore de commercer, selon des règles très très précises, avec les Japonais. Donc ils sont en général, les kimonos qu'ils rapportent sont en général de soie, et ils proviennent de cadeaux qui ont été faits par le shogun ou les membres de sa cour aux représentants de la Compagnie des Indes orientales hollandaises, la VOC, lorsque ceux-ci doivent aller à Edo tous les ans pour renouveler les droits de commerce. En plus de ces cadeaux, on sait qu'il y a des commandes, évidemment, par les agents qui essayent de rapporter certains de ces kimonos en Europe. Il y a dans les collections textiles des exemples de kimonos japonais qui ont été transformés au goût européen, en particulier, donc ça c'est un exemple qui est au Rijksmuseum, en particulier en changeant l'orientation des manches pour faire correspondre plus à un goût européen et qu'il n'y ait pas des grandes manches comme dans le kimono. Notre robe de chambre, pourtant, ne fait pas partie de cette catégorie de vêtements. Et pas uniquement parce qu'elle n'est pas en soie. On pourrait penser que le coton est un signe qu'elle ne peut pas venir du Japon. On sait pourtant que le coton indien arrive au Japon depuis au moins le XVe siècle. Il est connu sous le nom de sarasa. On le voit représenté, par exemple, dans des panneaux, les Nanban Byobu, on voit l'arrivée des Portugais. Bien sûr, c'est une représentation imaginaire, mais il y a quand même des détails de la vie quotidienne des rues japonaises, et on voit des échoppes, par exemple. C'est des représentations qui datent du XVIe siècle, où on reconnaît des textiles polychromes qui sont des textiles indiens. Et puis le sarasa rentre dans un certain nombre de pratiques japonaises et de vêtements japonais. Il est utilisé en particulier pour des manteaux rituels, les kesa qui sont portés par les moines. Donc vous avez un exemple ici, les vestes de samouraï ou les survestes de samouraï qu'on appelle jinbaori. Et puis, de manière importante aussi, il participe de toute la nouvelle culture, enfin l'invention de la cérémonie du thé qui s'invente au XVIIe siècle, avec tout ce qui est textile pour envelopper les instruments de la cérémonie du thé. Donc c'est ce qu'on appelle les shifuku. Et puis on trouve aussi des kimonos ou des kosode, c'est-à-dire des vêtements, enfin ce qu'on appelle nous un kimono, mais en fait ça s'appelle un kosode, réalisés au Japon en cotonnade indienne. Donc on sait que les Indiens ont une grande tradition d'adaptation de leur production de coton à différents marchés. Donc on aurait pu penser que finalement peut-être ce coton à motif japonisant, il est peut-être une production indienne pour le marché japonais. Mais en fait, il y a plusieurs signes qui nous montrent que ça ne peut pas être le cas. Et je vais essayer de vous emmener dans ma petite enquête. Donc, notre robe de chambre a une emmanchure droite, comme un kimono. Donc là, vous avez la tradition de coupe japonaise. Donc, dans un lait de tissu, tout est droit. C'est ce que vous voyez en haut, qui s'oppose à la tradition en particulier de la manière dont les manches sont montées dans le vêtement européen, où il y a des emmanchures rondes et des bras qui sont coupés en forme, c'est-à-dire il y a toujours une saignée, il y a toujours un coude qui est aménagé dans le vêtement, il n'y a jamais des manches complètement droites. Donc il ne peut s'agir, notre vêtement ne peut pas s'agir d'un kimono même modifié pour aller ou mieux convenir au goût européen. Et le signe de cette impossibilité, c'est l'absence de couture centrale dans le dos du vêtement. Alors, donc dans le kimono japonais, il y a toujours au centre du dos une couture. Et même cette couture, elle est toujours présente, même lorsque le kimono est fait dans une seule, ce qui est assez rare, dans une seule pièce de tissu, comme par exemple ce kimono fait dans un palampore indien, donc dans une grande teinture, c'est un tissu de très grande largeur. Donc la largeur du tissu permettrait tout à fait de ne pas avoir de couture
au milieu du dos. Mais dans la tradition japonaise, il y a toujours une couture au milieu du dos qui a un nom. Cette couture, elle s'appelle senui, et elle est censée marquer une sorte d'axe du vêtement et puis un point un point de force ou une ligne de force dans la symbolique du kimono japonais. L'importance de cette couture centrale, elle est montrée. Donc, par exemple, là, on ne le voit pas bien dans l'image parce que ce n'est pas une pièce que j'ai pu voir malheureusement, mais en fait, c'est fait dans un grand palampore et malgré tout, il y a un pli artificiel donc, qui a été ménagé au milieu du dos pour qu'il y ait cette couture. Un autre exemple de l'importance de cette couture du milieu du dos, c'est dans les kimonos d'enfants. Donc les kimonos d'enfants, ils sont faits évidemment dans des largeurs de tissu plus étroites, puisque un enfant est plus étroit. Donc on peut tout à fait faire un kimono avec juste un seul lait de tissu. On n'a pas besoin d'avoir 2 bouts de tissu. Et pourtant, même dans ces kimonos-là, il y a souvent il y a toujours une ligne de couture, un pli. Il y a parfois même un petit pli à l'intérieur duquel on va dissimuler, coudre un talisman, qui a aussi un nom, le semamori. Donc c'est vraiment une ligne de protection d'un axe vu comme vulnérable dans le corps. Et cette symbolique, elle est toujours marquée. Donc soit avec un pli, soit avec une couture, ou quand il n'y a pas de couture, il y a souvent des points symboliques qui signifient malgré tout cet axe. Comme vous le voyez dans ces 2 images. Donc notre vêtement, nous, il n'a pas de couture centrale dans le dos. Il est fait d'un seul tenant. Autre élément qui nous montre que c'est un vêtement pour le marché européen, c'est donc la construction. Le devant de notre robe de chambre n'a pas de col. Et cette pièce qu'on appelle, le devant d'un kimono japonais, il est fait avec donc 2 laits de tissu qui vont passer par-dessus les épaules. Et puis pour donner l'ampleur sur le devant, il va y avoir une pièce qu'on appelle okumi, et puis le col qu'on appelle eri. Et c'est ça qui va créer à la fois l'ampleur et puis le petit décrochis qu'on a sur le devant quand on croise. Donc notre robe de chambre n'a pas ces pièces-là, même si je vais vous montrer, elle a autre chose. Et puis notre pièce n'a pas de poche. Enfin, notre pièce a des poches et un kimono n'a pas de poche. Et donc évidemment, les poches sur le côté du vêtement, c'est un signe distinctif du vêtement masculin européen. Dans le vêtement japonais, on utilise des sacs, on utilise les manches, on utilise les plis, mais il n'y a pas de poche dans le vêtement japonais. Alors, la particularité saillante du vêtement, c'est sans doute qu'il n'a pas été assemblé à partir de lait de coton peint, puis cousu, pour faire une robe de chambre. C'est-à-dire que quand on regarde le motif, donc je vous ai dit, il n'y a pas de couture sur les épaules. Et pourtant, c'est un motif d'arbre, et l'arbre, il est ascendant à la fois sur le devant du vêtement et sur l'arrière du vêtement. Donc ça veut dire que le motif, il a été posé sur la pièce en sachant à l'avance que le vêtement allait être une robe de chambre, en sachant à l'avance que le vêtement allait être plié, que le tissu serait plié au-dessus des épaules, sinon on aurait un arbre qui descend d'un côté puis qui monte de l'autre. On voit aussi que la bordure décorative que vous voyez là, elle n'est pas rapportée, c'est-à-dire que ce n'est pas un autre bout de tissu qui a été cousu, mais le motif de la bordure, il est intégré au tissu lui-même. Donc ça veut dire que en fait, le motif, il a été imprimé à disposition, c'est-à-dire en sachant à l'avance la destination finale du textile. Ce n'est pas une largeur de tissu teint avec un motif qu'on coupe pour en faire une robe de chambre. C'est un tissu qu'on teint pour en faire une robe de chambre. Alors la technique du décor à disposition, c'est quelque chose qu'on va trouver en Europe à partir en gros
du milieu du XVIIIe siècle, en particulier dans la réalisation des gilets et dans les collections de Lyon, du Met, de Galliera. Il y a beaucoup de panneaux de gilets faits à disposition, de broderies de gilets faits à disposition, c'est-à-dire qu'on va mettre les broderies là où on sait que vont être les différentes pièces du gilet, et on va avoir les boutons, les revers de poche, etc. Donc c'est connu en Europe, mais plus tardivement. Alors, ce n'est pas tout. Je vais vous inviter à regarder encore plus précisément cette robe de chambre. Quand on regarde, on voit que ce n'est pas seulement que le motif a été peint à disposition, c'est-à-dire qu'il y a des parties du vêtement qui ont été cousues, puis sur ce vêtement semi-cousu ou à moitié cousu ou en partie cousu, on va y appliquer le motif. Donc, quand vous regardez, alors je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, quand vous voyez sur les photos à gauche, là, on voit la ligne de couture qui traverse le motif, et on voit que le motif il est complètement raccord d'un côté et de l'autre de la couture, et c'est la même chose sur les manches, là, que vous voyez en bas à droite. Et donc, quand on regarde précisément ces coutures, on voit que le fil d'assemblage de la couture a pris la teinte, comme vous voyez là, par exemple. Donc, cela veut dire que le tissu était cousu, enfin, le vêtement était cousu ou en partie cousu avant d'être teint, avant que le motif soit appliqué dessus. Donc, cette technique de décor et d'assemblage n'est pas du tout commune au Japon, où, au contraire, les motifs d'un kimono sont toujours réalisés les par les, c'est-à-dire bout de tissu par bout de tissu avant l'assemblage du vêtement. Et ça, même lorsque le motif qui est au dos du kimono semble être un seul motif, c'est-à-dire qu'on va assembler les deux laits, on va poser le motif, c'est-à-dire le mettre en place, et puis après on va détacher, faire le vrai motif, c'est-à-dire par exemple la broderie, et le kimono sera réassemblé. Pourquoi ? Parce que dans les kimonos, on a souvent, les kimonos sont assemblés avec des larges points, avec l'idée qu'on va les démonter et les remonter, en particulier pour les nettoyer. Donc dans notre robe de chambre, il n'y a pas du tout ça. La robe de chambre est assemblée avec des petits points qui sont là pour durer. Il n'y a pas du tout d'idée de détacher ou de remodeler. Et puis en fait, quand on regarde d'autres robes de chambre du XVIIIe siècle faites en Inde, alors pas forcément avec des motifs japonisants, mais on voit que c'est une technique de production très répandue. Donc là, je vous donne d'autres exemples que j'ai eu l'occasion d'étudier, où on voit cette même technique de poser un motif sur des coutures à moitié réalisées. Ou alors, par exemple, dans cet exemple que vous voyez, l'image qui vient d'apparaître, où on voit que dans la lisière, enfin dans l'intérieur, les valeurs de couture, il n'y a pas du tout de motif, puisque le motif est posé que sur la surface du tissu, une fois que les pièces sont assemblées. Alors, cette technique, donc, elle est évidemment très économe, puisque ça permet d'économiser de la teinture, de ne teindre que le tissu dont on va vraiment avoir besoin. Et puis, ça permet aussi de rentabiliser ou de rendre plus efficace la production, puisque, en fait, on se rend compte que ce qui est teint après couture, c'est tout ce qui permet d'avoir le vêtement plat, bien sûr, tout ce qui transforme le vêtement d'une pièce en 2 dimensions en une pièce en 3 dimensions. Là, ça va être moins pratique, mais pour tout ce qui est le travail de poser le motif, de le mettre dans les bains de teinture, etc., avoir un tissu où on a à la fois le devant et le bout des manches, ou le devant et puis un pan qui vient allonger, enfin qui vient élargir le devant pour pouvoir poser le motif sur ces 2 pièces à la fois, c'est beaucoup plus efficace.
Alors, on sait que très tôt, dès le XVIIe siècle, il y a des robes de chambre qui sont disponibles en confection, c'est-à-dire déjà finies, dans les capitales européennes, que ce soit à Londres, Amsterdam ou à Paris. Donc ça, quand on regarde les inventaires des marchands, on sait qu'il y a des robes de chambre toutes faites. Et cet élément a souvent contribué à consolider l'idée que de l'essor concomitant de la mode et d'une modernité économique et industrielle en Europe, avec l'apparition donc d'un premier marché de la confection nourri par un capitalisme naissant. On voit pourtant que dans les listes des cargaisons des navires, ce ne sont pas que des pièces de tissu, mais c'est parfois des vêtements en kit qui arrivent. Et donc, ça permet de nous rendre compte que cette invention d'une modernité européenne de la confection, en fait, c'est une coproduction, puisque si les robes de chambre sont disponibles toutes faites en Europe, c'est parce qu'en fait, elles sont toutes faites, elles sont déjà faites, elles sont fabriquées en Inde pour le marché européen. Et donc, quand il y a par exemple une robe de chambre dans une collection à Salem, qui est intéressante, alors elle est un peu plus tardive, mais on voit une robe de chambre qui n'a jamais été assemblée en robe de chambre. Donc on voit un kit de robe de chambre, où on a le devant, et puis d'un côté, et puis les manches de l'autre. La manière dont a été peint le devant de notre robe de chambre, donc, qui est aligné avec ces techniques que je suis en train de décrire, semble indiquer donc qu'elle aurait pu faire partie de ces circuits de production très rationalisés visant à produire en nombre à l'économie, c'est-à-dire en économisant au plus le matériau, en étant le plus efficace possible dans la production, en vue de l'exportation. Une note dans les archives hollandaises indique que lorsque le Hollandais Van Ried visite la côte de Coromandel, donc la côte de Coromandel, c'était un des endroits où cet art du coton, de la teinture sur coton, était très élaboré, très abouti, il fait envoyer en Hollande 6 robes de chambre dans le style japonais, disant que si elles plaisent, il pourra en faire faire un millier l'année prochaine, l'année suivante. Alors bien entendu, malheureusement, on ne peut pas lier, on n'a pas de signe qui lie le commentaire de Van Ried à notre robe de chambre. Pourtant, la production de robes de chambre dans le style japonais à une certaine échelle est attestée par le fait qu'il n'existe en réalité pas une seule robe de chambre de ce type, mais 4, sinon 5. Donc il y en a une à Toronto sur fond rouge, il y en a une sur fond blanc au Rijksmuseum, et il y en a une autre sur fond rouge dans un musée de Hollande, le Fries Museum. Et puis il y en a une petite dernière qui est un peu moins proche, mais qui est quand même assez proche, qui est aussi à Galliera, mais qui est sans doute plus tardive. Donc je vais me concentrer sur les 4 premières, celles qui sont les plus liées. Donc ces 4 vêtements, ils sont à la fois très proches, très similaires, et en même temps assez différents. Et c'est ce jeu entre similarité et différence que je trouve intéressante. Donc elles ont toutes été réalisées avec au moins une couture peinte après assemblage, selon la technique que j'ai expliquée, et ont des motifs similaires, mais des coloris différents. La construction des robes de chambre aussi, elle n'est pas tout à fait identique. Par exemple, la robe de Leeuwarden, que je montrais, qui est la dernière, la rouge, en très bon état, elle est la plus proche de la forme d'un kimono, puisqu'il y a l'insertion d'une pièce qui fait ce petit décrochis dont je parlais tout à l'heure. Alors, que nous disent ces pièces? Elles témoignent évidemment du fait que la robe de chambre à motif japonais participe d'un phénomène de mode, puisqu'il y en a un certain nombre qui ont été produites et qui ont été conservées. Mais la question qu'elle pose est aussi celle de non seulement l'origine du motif, mais aussi de la diversité de son interprétation. Et c'est là que l'observation attentive des pièces, je pense, apporte quelques clés pour répondre à cette question, mais pas forcément toutes les questions. Alors, comment est arrivé le motif? Donc on sait qu'il y a des livres de modèles de japonais, des livres japonais de modèles de kimono qui existent.
Je pensais que j'en avais un à vous montrer. Où il y a des centaines de modèles de motifs de kimono, dont plusieurs avec ce fameux motif Chochikubai. Et on pourrait penser qu'un de ces motifs, ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, voilà, il est là, un de ces motifs, ou un de ces livres, excusez-moi, aurait pu se trouver, être embarqué dans un bateau de la Compagnie des Indes hollandaise, qui faisait escale ensuite en Inde, et que c'est comme ça que le motif aurait pu arriver. Il y a d'autres collègues qui ont évoqué l'influence de livres de motifs produits par les artistes européens, comme par exemple Jean-Antoine Fraisse avec le livre de dessin chinois, ou bien un artiste hollandais, Petrus Schenk, qui lui aussi travaille autour de motifs japonisants ou asiatiques, avec un peu ces frondaisons de pin qu'on retrouve sur nos robes de chambre. Pourtant, outre le fait que les livres, en tout cas certains, sont postérieurs sans doute à la production de nos robes, il y a un détail qui nous signale de manière irréfutable que, en tout cas dans le cas de l'une des robes de chambre, le modèle n'a pas pu être un dessin, mais a forcément été un textile. Et ça, c'est la manière dont est rendue sur la robe de Galliera la frondaison des pins, qui imite, une sorte de traduction du motif japonais, de la technique de teinture japonaise qu'on appelle kanoko shibori, qui est une technique de teinture à la ligature, c'est-à-dire que c'est ce que vous voyez à gauche. Donc, pour teindre, on va lier avec un fil, on va faire une petite ligature autour d'un grain de riz. On va plonger dans le bain de teinture, et là où ça a été ligaturé, ça ne va pas prendre la teinture. Et donc ça donne cet effet un peu particulier d'un carré blanc avec un petit point de la couleur, ici un petit point rouge, et on voit comment l'artisan indien a traduit ça avec une autre technique de coloris, puisque là il a dessiné au stylus ou au stylet sur son textile. Mais en fait, il n'aurait pas pu dessiner ça s'il n'avait pas eu un textile devant les yeux, parce qu'en fait, il n'y a pas de... c'est pas un langage non textile, c'est un langage textile, c'est un motif décoratif qui n'est que textile. Ensuite, quand on regarde la manière dont ces mêmes frondaisons sont rendues dans d'autres robes de chambre, on voit qu'il y a d'autres traitements. Sur la robe de Toronto, les losanges sont devenus des petites étoiles et des fleurs. Sur celle de Leeuwarden, on a quelque chose d'un peu plus géométrique. Et sur la robe d'Amsterdam, du Rijksmuseum, la blanche, on a un traitement très différent avec des motifs floraux, un peu en arabesque, qui sont réalisés à la réserve, parfois avec des effets de fines plumes, des techniques que l'on retrouve dans de nombreuses pièces indiennes destinées à l'exportation vers l'Europe. L'artiste a même intégré à l'intérieur, de manière un peu facétieuse, un petit perroquet à l'intérieur de ses pins, donc un motif pas tellement japonais, mais plutôt indien, voire persan. Alors, quand on regarde la robe de Toronto ou la robe de Leeuwarden, on voit qu'il y a un seul arbre qui pousse au centre du dos et qui reprend le vocabulaire esthétique du Palempore, ces tentures indiennes qui étaient envoyées en Europe, où on a un arbre stylisé, souvent portant des fruits disparates, qui pousse sur un monticule stylisé. Et donc, on a la représentation de ce monticule stylisé, là je vous mets un Palempore, dans ces deux robes. Alors, c'est intéressant ce rapport au Palempore, parce qu'en fait, le Palempore a souvent été interprété comme le résultat, finalement, de commandes faites par les Européens
par les agents des compagnies commerciales européennes, une fois arrivés en Inde, pour le marché européen. Alors, cette interprétation, elle est basée sur des sources européennes, les correspondances des agents des différentes compagnies. Donc, par exemple, dans la correspondance de la Compagnie des Indes anglaise, on a « Nous désirons que les tentures que vous enverrez à l'avenir aient davantage un fond blanc et que les branches des fleurs soient de la couleur qui convient au peintre. Les teintures que vous nous envoyez actuellement ont, quant à elles, un fond d'un rouge terne et ne plaisent pas autant ici. » Et donc, ces notations ont été vues comme la marque ou le signe que finalement, les Indiens n'étaient que des copistes ou que des exécutants des désirs des compagnies commerciales européennes. Un autre exemple, dans la correspondance hollandaise, les chines se sont peints ici grâce à des montres, c'est-à-dire des modèles, qui sont distribués aux peintres et qu'ils imitent complètement et à la perfection, car ils sont d'un tempérament si stupide qu'ils ne peuvent faire montre d'aucune imagination et ne savent qu'imiter quelque chose jusqu'à ce que la copie soit parfaite. Et en fait, sur ce type de notation, on a l'idée un peu que finalement, ce qui est produit en Inde, c'est le résultat uniquement d'une commande. Et donc, la seule personne qui est vraiment agissante dans cette relation, c'est les agents européens et pas les Indiens, pas les artisans indiens. Et par exemple, le motif, l'origine de ce motif du palampore, un peu dans la même lignée, a été vu comme une réinterprétation ou une commande, liée en tout cas au motif traditionnel de l'arbre de vie, qui est un motif européen. Pourtant, quand on regarde par exemple l'architecture indienne du XVe siècle, soit avant l'arrivée des Européens dans la région, on voit des arbres noueux portant une diversité de fruits, de fleurs, qui permet de nuancer l'idée que l'élaboration de ce motif serait le résultat du désir européen, sans que les Indiens, dans lequel les Indiens seraient de simples exécutants. Grâce en partie au commerce interasiatique ainsi qu'à la politique d'ouverture menée par l'empereur moghol Akbar au XVIe siècle, qui incite Turcs, Européens, Arméniens et Persans à s'installer en Inde et à travailler dans le domaine textile, l'Inde de la première modernité est en réalité un large creuset multiculturel où se rencontre une variété d'influences. L'influence persane est très présente dans l'industrie du coton, à commencer par les termes qui sont utilisés pour parler de textile ou même d'un des outils clés de la teinture sur coton, qui est le kalam, qui est le nom du stylet avec lequel les peintres dessinent sur la toile. Et si la forme du kimono est souvent citée comme ayant influencé la robe de chambre européenne au XVIIIe siècle, on ne peut pas ignorer l'influence du kaftan, dont les manches étroites et la forme triangulaire est très proche de la coupe de nombreuses robes de chambre. L'insertion d'un gousset rectangulaire sous les manches, qui est utilisé dans le montage du kaftan, est quelque chose que l'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs de nos robes de chambre. Le kaftan, il faut le rappeler, était porté dans tout le Moyen-Orient, y compris par les populations diasporiques comme les Turcs, les Persans ou les Arméniens, qui étaient présents en Inde et actifs dans le commerce, en particulier dans des villes comme Agra, Surat ou Calcutta, autant de villes faisant partie de ce que l'historienne Janet Abu-Lugold a appelé l'archipel de villes qui assurait, cet archipel de villes, le commerce, depuis le Moyen-Âge au moins, entre l'Est et l'Ouest. Le commerce par la terre, entre l'Est et l'Ouest. Un autre détail fascinant, quoique peut-être un peu plus mystérieux, témoignant de la multiplicité des jeux d'influence et d'hybridation, est cette marque que je vais vous montrer, faite à la réserve sur le bord teint à l'indigo de la robe de chambre qui se trouve à Toronto. Alors aujourd'hui, elle est recouverte par la doublure, ça a été fait à un moment d'une restauration, mais grâce à un cliché ancien que vous voyez en bas, on voit qu'il ne s'agit pas de lacunes dans le textile, mais qu'il s'agit bien d'une marque volontaire, faite à la réserve dans le fond, sur le bord du tissu.
Alors, il semblerait que cette marque soit la marque du fabricant ou d'un des fabricants. Et on sait que les pièces d'exportation avaient parfois des marques, donc ça c'est une pratique qu'on voit dans les pièces d'exportation, sur le bord du tissu, à la réserve, sur le fond bleu, on voit des marques, on voit parfois des cartouches qui sont laissées blancs afin d'y mettre des marques, et on voit sur certaines de nos robes de chambre, certaines de ces marques qui ont persisté, ou un cartouche qui est laissé blanc avec une marque qui a peut-être entre-temps disparu. Alors, les marques... oui, non, pour revenir à notre marque, la marque que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, elle est dans un langage qui est le Telugu. Alors, je ne parle évidemment pas du tout Telugu, mais j'ai demandé à un spécialiste du Telugu et il n'a pas pu la déchiffrer. Et c'est pas parce que c'est illisible. L'hypothèse, c'est que, en fait, on sait que le langage Telugu était utilisé par une caste qui s'appelle les Komati, qui étaient des commerçants, et on sait qu'ils utilisaient un langage secret dans leur commerce. Donc, une des hypothèses pour lesquelles cette marque est difficilement compréhensible serait qu'elle serait peut-être ce langage secret, ou elle correspondrait en tout cas à une marque dans un langage codé. Alors, on a vu souvent les marques sur les textiles. On s'est plutôt, l'historiographie s'est plutôt intéressée aux marques européennes, aux marques des compagnies, pour pouvoir identifier qui a commercé, qui a fait venir telle ou telle pièce, l'origine des pièces. Et puis, ces marques, elles sont vues un peu, d'une certaine manière, comme l'emprise, la marque des compagnies européennes qui domineraient un peu, comme ça, le commerce international, marquant de leur sceau ces pièces comme ils imposent leur marque au terme des échanges, en oubliant peut-être que les marques participent de pratiques anciennes au Moyen-Orient. Là, je vous montre une retranscription d'une marque d'un textile du XVe siècle, une marque en arabe d'un textile du XVe siècle. Donc ces autres marques, ces marques non européennes qui nous échappent, car nous ne sommes pas toujours capables ni de les déchiffrer, ni toujours d'en comprendre précisément les usages, nous rappellent que les agents européens étaient souvent, à leur arrivée en Inde, en fait de nouveaux venus assez inexpérimentés, plutôt que des agents commerciaux en position de force. En fait, ils débarquaient en terrain un peu inconnu, un terrain commercial très compétitif, avec des pratiques et des relations commerciales établies de longue date entre d'autres acteurs et dont ils ne maîtrisaient pas les codes et dont ils se retrouvaient parfois les victimes. Il fallait qu'ils se fassent une place. Alors bien sûr, ils ont fini par se la faire, mais ils n'étaient pas toujours dans une position avantageuse. Dans ce contexte compétitif, les Européens avaient recours à des intermédiaires tels que les Komati dont j'ai parlé et une caste de marchands appelés les banyan, terme venant du mot banya, qui est à la fois d'origine sanskrit et arabe et qui signifie dans les deux langues marchand. Donc ces marchands, qui parfois se confondent avec les Komati, mais parfois non, sont représentés dans les témoignages européens comme n'hésitant pas à user de ruses pour obtenir des commissions plus importantes ou rouler les Européens un peu trop naïfs. Il ne vous aura pas échappé que c'est le terme banyan que les Anglais utilisent à l'époque pour désigner les robes de chambre, transposant d'une certaine manière le nom de ces marchands aux vêtements qu'ils les voient porter. L'étymologie arabo-sanskrite du terme, son association avec cette population, dont les Européens se retrouvent parfois victimes, illustre bien à la fois les métissages de ce monde interconnecté par les échanges textiles et la manière dont les Européens sont loin d'en être les seuls acteurs, ni toujours ceux qui sont le plus en position de force quand ils arrivent, puisqu'ils arrivent d'une certaine manière à un moment où les jeux sont en partie faits. L'enquête matérielle que j'ai menée autour de ces vêtements ne répond évidemment pas à toutes les questions, mais elle permet, je l'espère, de contribuer à décentrer un peu le regard en se déprenant des seules sources écrites qui sont le plus souvent européennes,
et qui ont naturellement du coup tendance à refléter le point de vue des Européens. En donnant la parole aux objets, on entend peut-être une autre voix, celle que l'historien de l'art américain Henry Glassey nous invite à écouter si on ne veut pas forcément, ou si on veut essayer de ne pas reproduire ce qu'une autre historienne appelle le partage inégal des traces, c'est-à-dire qui a le monopole de l'archive, qui a le monopole de l'archive écrite. Et donc, si on veut entendre la voix de ceux qui ne laissent pas d'archives écrites, est-ce que les objets, ici les objets commercialisés, ne nous font pas entendre cette autre voix? Et donc, je vous lis la traduction de ce que Henry Glassey écrit. Les études qui se concentrent sur le verbe, écrit ou parlé, passent à côté de sphères entières de l'expérience humaine que le langage peine à saisir, mais dont les objets se font l'élégante matérialisation. Nous nous privons d'une part essentielle du savoir lorsque nous restreignons l'enquête aux seuls documents linguistiques. Nous passons à côté de cette expérience du monde qui se fait dans le silence, une expérience qui est commune à tous, qu'ils soient riches ou pauvres, d'ici ou d'ailleurs. Et c'est souvent ça que l'étude matérielle de la mode apporte, un contre-récit qui, en changeant de focale, permet de saisir des points de vue un peu différents et peut-être de contribuer à déstabiliser certaines certitudes. En l'occurrence, il s'agit ici de comprendre l'élaboration d'un objet de mode européen, la robe de chambre, en retraçant, à travers cet exemple précis des robes de coton à motif japonais, les géographies dans lesquelles s'inscrit le vêtement, et par-delà cette archéologie des origines formelles ou esthétiques et de leur hybridation, j'ai essayé de restituer un peu de leur agentivité aux acteurs non européens dans la formulation de cette pièce du vestiaire masculin, et j'ai essayé de contribuer ainsi à une sorte de contre-récit, on va dire, de l'émergence de la mode comme phénomène uniquement européen, avec l'idée miroir de ce postulat qui a souvent été énoncé, que finalement la culture vestimentaire, par exemple japonaise, n'obéirait pas au changement de la mode. Alors l'idée de l'absence de mode en Asie ou de l'invention de celle-ci en Europe, en particulier au XVIIIe siècle, semble mettre à côté le fait que les imprimés de mode sont publiés au Japon plusieurs décennies avant que le Mercure Galant n'ait publié son premier numéro en France. Dans ces publications, ils sont déclinés des centaines de modèles de kimonos, vêtements qui, loin d'être intemporels, est en réalité animés de fréquents changements de motifs et de coupes, quelque chose que l'exposition d'Anna Jackson, il y a quelques années au V&A, et puis après elle est venue au Quai Branly, avait bien montré, que le kimono est un objet de mode qui change, ce n'est pas du tout un vêtement intemporel. Et pour revenir à nos robes de chambre, lorsqu'on étudie la robe de chambre de Leeuwarden, donc celle qui ressemble le plus à un kimono, on comprend que le kimono qui aurait pu servir de modèle aux artisans indiens, un kimono vraisemblablement apporté en Inde par les Hollandais, était au Japon, à la fin du XVIIe siècle, résolument passé de mode. En effet, l'une des choses qui changent, notamment dans le kimono, est la longueur et la largeur du col et de la pièce dite okumi, la pièce dont je vous parlais tout à l'heure. Ceci ayant drastiquement raccourci au cours du XVIIe siècle. Donc il est assez savoureux, du coup, de voir que c'est ici un kimono tout à fait démodé qui a été fourni aux Hollandais. Ainsi, plutôt que d'imaginer des Hollandais qui traverseraient les océans de manière héroïque, quasiment, pour aller y chercher de précieuses pièces vestimentaires pour les faire copier, évidemment, servilement par des Indiens pour les avoir à moindre coût, il faudrait peut-être remplacer ce récit par celui où imaginer plutôt des Japonais bien heureux de pouvoir se débarrasser à bon prix de pièces dont personne ne veut plus auprès de marchands hollandais qui n'y voient que du feu. À l'inverse, on a tendance à penser que l'émergence de la mode en Europe à l'époque moderne conduit à un rapport au vêtement uniquement gouverné par les apparences, la consommation, le renouvellement des formes. Que nos 4 voire 5 robes de chambre aient été à la mode est indéniable. Le simple fait qu'il en ait survécu 4 ou 5 montre qu'il y a évidemment eu un engouement pour ce type de vêtements. Mais en même temps, les traces successives de reprises, réparations, de modifications et adaptations de plusieurs
voire toutes, de ces robes de chambre montrent que ces pièces ont été portées bien au-delà du moment où elles ont été à la mode. La robe bleue de Galliera, par exemple, a été modifiée à plusieurs reprises, les manches ont été raccourcies, elle a été rapiécée, la doublure a été changée. La robe de Toronto garde elle aussi les traces de sa ou peut-être de Séville. Elle a été sans doute réalisée vers 1700 et elle a été modifiée et mise au goût du jour à la fin du XVIIIe siècle avec, par exemple, l'ajout d'un petit col montant, ce qui semble indiquer qu'elle a été portée pendant au moins 100 ans, voire plus. Les multitudes de traces de réparation, de reprise et de rapiessage dont témoigne la doublure, qui est un véritable palimpseste matériel, montrent les efforts faits pour prolonger la vie de ce vêtement, avec par exemple l'une des poches que vous voyez à droite, qui semble avoir été sacrifiée pour venir rapiécer la doublure au niveau de l'assise, évidemment là où l'usure se fait de manière la plus marquée. Se trouvent ainsi renversées des représentations habituelles d'une Europe où la mode serait la seule à gouverner les pratiques vestimentaires et le rapport aux vêtements, et des pays asiatiques en miroir où régnerait une sorte d'immobilisme des formes et un rapport sacralisé au textile. Si le texte de Diderot, que certains d'entre vous connaissent sans doute, où il regrette sa vieille robe de chambre usée mais serviable et confortable, nous fait entendre que toute consommation vestimentaire n'est pas consommation de mode, voir la stratigraphie des doublures, comme l'appelle parfois Emmanuel Garcin, qui va parler dimanche, je vous invite à aller l'écouter, permet de donner corps à la complexité que représente l'objet de mode, un artefact pris entre logique locale et dynamique globale, entre économie et technique, entre esthétique et expérience incarnée. L'étude matérielle des motifs, des coupes et des modes opératoires de fabrication nous rappelle que la mode, telle qu'elle se formule au XVIIIe siècle, n'est pas une invention purement européenne, mais une création collective dans laquelle interviennent des acteurs multiples, poussés par des motivations qui leur sont propres et qui souvent échappaient aux Européens. Je vous remercie.